Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis heureuse de revenir tendre le micro de mademoiselle.com à ces femmes valeureuses, brillantes, exceptionnelles, rayonnantes par leur talent, leurs ambitions et leurs réalisations. Et je suis particulièrement heureuse de te proposer une demi-heure en tête-à-tête avec Zazie. J'ai pu la rencontrer à l'occasion de la sortie de son 10e album, L'Essentiel. Et si le temps nous était compté, l'ex-adolescente en moi qui rêvait de château en Espagne ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. C'est donc dans l'ambiance feutrée d'un grand hôtel parisien que je suis allée tendre mon micro à Zazie. Car on ne devient pas l'artiste féminine la plus titrée aux victoires de la musique, ex aequo avec Vanessa Paradis, en restant une petite fille sage. Sois gentil, dis merci, fais un bisou est un podcast produit par mademoiselle.com. Tu peux nous soutenir en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci beaucoup pour ton soutien et bonne écoute. Mon podcast s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou, les histoires des enfants sages qui ont arrêté de l'être. C'est parfait. Et j'ai l'impression qu'on ne devient pas l'une des 2 artistes féminines les plus titrées aux victoires de la musique en étant une petite fille sage. Non, alors déjà, j'étais pas un enfant très sage. J'avais pas trop le droit de faire quoi que ce soit de transgressif, ce qui m'a permis de développer une imagination un peu débordante pour essayer de trouver des solutions pour quand même pouvoir continuer à exprimer cette sauvagerie qui sommeillait en moi. Voilà, tout en étant assez poli, parce qu'on n'avait aucune marge, éducation assez stricte. Mais on est des enfants sauvages, même à 54 ans, on peut le faire. On est parti, c'est parti. Merci beaucoup Zazie, je suis tellement contente de pouvoir faire cet entretien avec toi. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Alors que je me souvienne, à 7 ans, oh là là, j'étais larguée. J'avais 2 ans d'avance. Parce que j'étais un peu frustrée en CP, donc du coup ils ont décidé de me faire sauter non pas une classe mais 2, ce qui était un peu beaucoup. Ça veut dire que quand on passe du CP à tout de suite au CM, je sais pas quoi là, ou CE2. CE2, ouais. J'étais perdue quoi. CM1 donc puisque je sautais de classe. Ah ouais. Ils savaient lire, je comprenais rien que ça, des détails comme ça. Les filles parfois avaient un début de trucs qui pouvaient ressembler vaguement à des seins puisqu'elles avaient 9-10 ans. Moi, rien. Bon, ça n'a pas beaucoup changé après, mais donc j'étais un peu larguée, c'était un peu compliqué. Après, ça me permettait aussi d'avoir quelques passes droits, c'est-à-dire que la maîtresse avait bien compris que j'étais assez hyperactive. Pas au niveau maladif, mais que forcément, avec mon immaturité par rapport au reste de la classe, je m'ennuyais très très vite. Tu te sentais immature par rapport aux autres ou c'est quelque chose que les adultes te renvoyaient ? Non, je pense que je l'étais, clairement. Bah oui, enfin, c'est pas immature, j'étais plus jeune, quoi, tout bêtement. J'avais 2 ans de plus et à cet âge-là, ça compte énormément. Elle m'envoyait, elle me faisait des fausses missions. Donc la classe numéro machin a besoin de craie de couleur verte. Donc j'en profitais pour faire 3-4 galipettes et puis je revenais un peu plus calme, quoi. Donc j'ai eu une maîtresse sympathique quand même là-dedans. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ? Tu sais, le fameux « quand je serai grande, je serai ». Je crois que j'avais 4 ans, je voulais être clown. C'est vrai ? Pourquoi ? C'est pas loin, hein. Je sais pas, je devais avoir envie non seulement de faire rigoler les gens, j'aimais bien ça, j'aimais bien les gens qui rient, et en même temps envie de faire un peu mon intéressante, sûrement, voilà. Comment réagit ta famille quand tu leur as dit que tu voulais être clown ? Bon, à 4 ans, ils m'ont dit que c'était pas trop grave, voire même ça les faisait rire. Non, après, sincèrement, je savais pas ce que je voulais faire de moi. Comme j'ai eu mon bac tôt, du coup. À 16 ans, ouais. C'est ça, ouais. Je savais pas. Donc, comme je me suis dit, bon, peut-être du théâtre. Donc, c'était quand même toujours un espèce de truc en rapport avec le spectacle. Mais je faisais de la musique. Mais pour moi, c'était un journal intime, la musique. C'était pas fait pour, c'est pas un métier sérieux, quoi. On n'avait pas cette éducation de chanteur comme ça, voilà. C'était le classique à la maison, donc c'était pas du tout. Donc là, je me suis dit, ok, choisissons au hasard des études courtes parce que faut pas que ça me gonfle trop longtemps. J'ai fait des études de kinésithérapie que j'ai pas fini. Après, j'ai fait langues étrangères appliquées, anglais, japonais, que j'ai pas fini.
Après, j'ai arrêté mes conneries. Je me suis dit, j'étais mannequin en parallèle parce que ça me permettait d'être autonome, d'habiter toute seule, etc. J'avais quand même le sens un peu de l'autonomie, du pragmatisme, de l'indépendance. Ouais, surtout de l'indépendance, quoi. J'avais envie besoin de cette liberté-là. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui s'est jamais rompu dans ma vie, c'est la musique. Rencontrer des gens qui m'ont dit, ah bon, tu fais de la musique? Oui, bon, comme ça, quoi. Je l'ai fait écouter, puis ça s'est passé. Puis assez tard, en fait, à 26 ans, en ayant vécu déjà plusieurs vies professionnelles, j'ai osé passer la porte des maisons de disques et rentrer par la fenêtre, puisque la porte était souvent fermée. Et puis voilà, puis après ça a été assez simple en fait. J'ai pas trop galéré, je pense que c'est juste la galère a été un peu dans ma tête de moi à moi, où il y avait le truc pour gagner sa vie et on devait s'emmerder, et le truc où on s'embêtait pas, mais là on gagnait pas sa vie, quoi. Ça c'est aussi des trucs de mon éducation qu'il a fallu que je décristallise un peu. Ouais, justement en fait, comment t'as fait ça? Parce que je connais tellement de femmes, et je m'inclus dedans. Il y a un truc qui nous aide vraiment, qui s'appelle le monde. Parce que là, le monde en ce moment, il y a des gens qui font bac plus 10 et qui n'ont pas de boulot. Qui sont pourtant ils ont des masters en ceci, des ingénieries en trucs bidules, ou qui sont, voilà. Ça ne signifie plus trop grand chose, donc c'est compliqué, je pense, à 18 ans, puisque c'est là, normalement, si on va jusqu'au bac, c'est 18 ans, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et en fait, le métier n'est pas ce qu'on veut faire dans la vie. On peut très bien choisir un premier métier et puis se dire que si ça nous embête, on organise, on le garde encore un peu et puis on essaye de voir si on peut pas organiser celui d'après. On a plusieurs vies, ça peut évoluer. Là, on est en train, dans les écoles, de faire des enfants qui doivent avoir un métier de 19 ans et demi, enfin 22 s'ils ont quelques licences, à 60 et quelques, l'âge de la retraite. Non. Les métiers, ils évoluent comme le monde. On est dans un truc un peu immédiat, un peu instinctif, et on peut totalement se laisser aussi de la marge là-dessus, ou se dire, bon, j'ai aucune idée du métier que je veux faire. Voilà, je vais me faire un petit Erasmus ou un petit truc marrant pendant 1 an et voir d'autres gens, d'autres manières, et peut-être que ça peut aider à comprendre le monde et à essayer de trouver une place, en tout cas suffisamment pour gagner sa vie, quoi. Est-ce que l'écriture, c'était une façon pour toi aussi d'explorer le monde ? Oui, je pense que c'était aussi une manière d'avoir ce rendez-vous avec moi-même, qui était une espèce d'avant-goût de psychanalyse sans du tout en avoir fait, quoi. T'as commencé à écrire assez jeune ? Oui. T'avais quel âge environ ? Tu te souviens de tes premiers écrits ? 7 ans. Ah oui, tu savais écrire, t'as écrit. Oui. C'était des vers. Alors attention, c'était il est drôle ce gros matou, il a tout plein de gros poux. Mais c'était déjà des alexandrins quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pas du tout. C'est des sextantandrins, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'était passionnant comme texte, hein, mais oui, quand je m'ennuyais, et ça m'arrivait assez souvent, vu mon hyperactivité, j'écrivais des trucs comme ça pour moi, comme un journal intime en fait. Et c'est pour ça que ça m'a mis autant de temps à me dire, je vais montrer ça aux gens, c'est pas possible. Il y avait une démarche un peu impudique pour moi, quoi, d'ouvrir mon journal. Et puis au bout d'un moment, Dieu merci, la musique est arrivée, enfin elle s'est jamais rompue, et du coup ça devenait facile de se livrer aussi un peu plus, puisque c'était des notes et des mots sur des notes. Donc l'un servait l'autre. Puis j'étais pas obligée de dire que tous ces jeux dont je racontais une histoire, c'était pas tout le temps moi. Dieu merci. Des personnages. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier texte que t'as montré, que t'as livré aux autres ? Et quel public c'était ? Tu vois, est-ce que c'était un truc d'école devant les autres ? Est-ce que c'était... Alors aujourd'hui, ce serait sur Internet, je pense, pour beaucoup de gens. Ils le montreraient d'abord à des inconnus sur Internet. Non, je crois pas, parce que j'étais dans un lycée qui préparait Cagne Hippocagne, mais vraiment très littéraire. Moi, j'habitais en face des usines Renault à Boulogne-Billancourt, et donc, mais en face des usines Renault, pas le Boulogne bourgeois, hein, le Boulogne HLM. Et donc, comme le lycée était vraiment pas jojo, je me tapais, je sais pas combien de métros pour aller au lycée Ranelagh, qui était pas très loin. Et on avait quand même des profs assez psychorigides là-dedans, hein, c'est-à-dire que on étudiait les classiques, on s'endormait sur Proust, etc. Donc non, il n'y avait pas trop de place à la poésie. Voilà. C'est plutôt en 3e et 4e que je dois remercier mes profs. Hein, j'en connais encore leur nom. Il y avait Madame Bonhomme en 3e et Madame Christeler qui nous ont vraiment, d'ailleurs toute la classe était subjuguée, ouvert à une autre forme de littérature qui était la sienne, quoi, sa propre langue. Donc elle nous disait par exemple, voilà comment se finit un chapitre de Boris Vian, par exemple, qui était déjà quand même un surréaliste.
Vous continuez. Mais avec votre style, et faites quand même un peu attention au surréalisme et à cette écriture automatique qu'on étudie, etc. Donc c'était passionnant parce que du coup on pouvait vraiment s'exprimer. Et à l'adolescence, c'est quand même merveilleux parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu la sensation de trouver ta voix, de t'exprimer ? Pas précisément, parce que je suis pas sûre de l'avoir trouvé. Si, mais la musique me rend joyeuse. Physiquement joyeuse, parce que déjà quand on chante, on oxygène, c'est comme un sport aussi, même si j'ai pas pris de cours de chant, ça régénère. Voilà. Après une séance de sport, on est un peu boosté, on rit plus facilement, quoi. La musique, elle me bouleverse. C'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie. Ça l'a été pour celle de mes parents. Donc c'est vraiment oui, c'est quelque chose qui me permet d'exprimer l'inexprimable. Donc l'un dans l'autre, avec tout ça, en fait ma voix elle était là, quoi. Il se trouve que c'est devenu mon métier et puis que ça continue à l'être, mais je pense que j'aurais toujours fait de la musique pour ce qu'elle me permet d'exprimer et de me raccorder à moi en soi. Le principe de mon interview, c'est que en fait, j'ai une liste de questions qui sont un peu génériques. C'est des premières fois qui marquent un petit peu, tu sais, les carrefours invisibles de la vie. Ouais. Tu sais pas forcément que c'est le moment où tu as appris à gauche ou à droite, mais c'est la façon que j'ai trouvé de baliser la route pour les suivantes. Ouais, c'est pas Donc, mal. je t'en pose quelques-unes. Et alors, si tu veux pas répondre, tu me le dis. D'accord. On passe à la suite, il n'y a pas de souci, parce que peut-être qu'elles te parleront pas. Mais est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu ton avis dans un débat, une discussion, une situation peut-être conflictuelle, ou c'est la première fois que ta voix a compté? Alors, je sais pas si elle a compté parce que ça a fini en sanglots, mais oui, j'ai toujours été je suis assez battue pour mes avis, y compris quand c'était je veux absolument avoir un chat, quand j'étais petite. Moi aussi j'ai fait ça. Avec moult arguments sur les tensions dans la famille, contrairement à l'absence de tension de cet animal qui allait tous nous faire du bien. Il est devenu complètement taré, le chat, vu la famille. Je me souviens avoir, oui, débattu longuement avec mon père et mon frère, mon père nous avait invités à manger. On était déjà un peu plus âgés, je devais avoir 18 ans, 19 ans. Et je commençais à être un peu mannequin. Mais c'était vraiment un job pour moi, comme d'autres vont bosser dans un restaurant ou dans un bar, quoi. Sauf que c'était mieux payé et plus fun. Puis que j'avais des vêtements après en plus gratos. Et je leur expliquais ça et je voyais bien qu'ils me prenaient pour une... Voilà, parce qu'on n'a pas tellement cette culture du paraître, on n'est pas tellement là-dedans dans la famille. Donc ils se disaient, où est-ce qu'elle est barrée, la petite sœur, pour mon grand frère, et mon père qui était juste en train de se dire, ah bah d'accord, ok, elle est intelligente et elle veut faire l'enveloppe professionnelle, quoi. Donc ils comprenaient pas ni l'un ni l'autre. Et d'avoir fini par essayer tous les arguments pour leur dire, mais en fait, mais juste, c'est ma vie, quoi. Foutez-moi la paix. C'est un conseil. C'est pas la vôtre, donc merci pour les projections, hein. Merci pour la vie, ok. Donc je suis ridicule, voilà. Oui, c'est du paraître. Et ben, j'en ai besoin parce que peut-être que j'étais un peu garçon manqué aussi, que je réglais des choses par rapport à la féminité, à une féminité même outrancière quand on est mannequin, puisqu'on se fait bichonner de tous les côtés. Ça m'ennuyait profondément, mais voilà. Et c'était ça, c'était juste... je leur opposais pas d'argument, c'était un non-argument, mais le non-argument, c'était moi. Et c'était ma vie. Défendu, ouais, ton point de vue. Quel souvenir tu gardes de tes années mannequin ? Les premiers avions, parce que on n'avait pas pris d'avion avant, jamais. Donc, une terreur au début, puis après, une grosse joie. Premier voyage en dehors de Paris, en dehors de Paris, si quand même, mais en dehors de la France. On avait guère été qu'en Espagne, je crois. L'autonomie, la première fois qu'on gagne des sous, donc moi j'avais les poches percées, c'est-à-dire que j'invitais tout le monde au restaurant, ce qui avait donc pour résultat d'être interdit bancaire pendant 2 ans de suite. Pas méchante, hein, mais aucune notion d'organiser son petit budget, qui était vraiment un petit budget. Je compatis. Donc les premiers trucs où on se démerde, voilà, où j'avais mon petit voisin qui avait une épicerie arabe et qui me voyait dépérir puisque je n'avais pas de sous et qui me remplissait de boulgours et de trucs comme ça. Enfin voilà, donc oui, la démerde, mais la démerde dans une époque où la galère était quand même, on finissait pas dans la rue. Là, c'est un peu plus sévère, hein, ces périodes-là, où moi, je vois à Colonel Fabien, il y a de temps en temps des étudiants qui ils sont pas du tout ni sales, ni clodos, ni quoi que ce soit, mais ils dorment dans leur voiture, oui, c'est voilà. C'est la galère pour beaucoup de jeunes. Je suis vraiment ravie qu'on ait cette discussion parce que j'ai lu ta fiche Wikipédia et
sur la fiche Wikipédia, c'est plutôt Boulogne-Billancourt, mannequinat, puis la musique. Enfin, ça a l'air d'être un peu la vie de princesse, assez facile. Ouais, c'est ça. En fait, à t'écouter, c'est quand même vachement plus nuancé. Mais avec une certaine insouciance, c'est vrai. Et puis voilà, papa d'origine aristocrate, donc il a une notion d'insouciance tout à fait bac plus 15. Le contraire pour ma mère, hein, qui était du bon sens, un sou est un sou, sans être du tout radin ni quoi que ce soit. Donc oui, deux éducations assez différentes, assez disparates, mais qui te permettent de slalomer quand même, y compris si c'est chaud quand on se retrouve avec pas beaucoup de sous, mais quand même du verbe et puis de la tchatch pour se débrouiller comme on peut. À Paris, c'était aussi beaucoup moins cher à l'époque. On pouvait encore se débrouiller, voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu étais fière de toi ? Une vraie grande fierté. Je crois que c'est quand j'ai fini une des chansons qui s'est avérée être sur le premier album, qui s'appelait Je tue il. Je boum zigouille il, donc, qui était sur la famille. Oui, parce que j'y avais mis ce que j'avais envie d'y mettre. Alors c'était tout à fait maladroit, c'était le début, hein. Mais c'était un texte assez brut, hein, qui disait voilà, papa en voyage, maman le suit à la nage, etc. Enfin voilà, donc ça y allait, hein. Tout en étant quand même assez impudique, mais symboliquement impudique, pas forcément sur une situation totalement donnée qui aurait été totalement autobiographique, mais il y avait quand même de l'honnêteté. Et un truc un peu tribal, africain, très rythmé derrière et très joyeux. Et en fait, c'est le paradoxe que j'ai toujours eu en moi, mais que j'assume parfaitement au niveau artistique, même qui m'arrange, c'est de pouvoir faire danser les gens sur des choses qui sont un peu profondes, ou de dire un truc hyper léger dans une chanson un peu plus sévère, quoi. J'aime bien ça. Et j'étais donc fière parce que j'avais l'impression que ça réunissait tous les multiples moi qui se battaient en duel la plupart du temps. Alors justement, à propos de ça, c'est vrai que moi j'ai cette vision des artistes en général j'ai l'impression de te connaître énormément parce que j'ai écouté tes chansons et ton travail. En même temps, on s'est jamais rencontrés, donc je ne sais rien de toi. Et toi, de ton côté, en fait, de l'autre côté du miroir, est-ce que tu as l'impression d'avoir projeté plein de personnalités, plein de masques, tu vois, d'être un peu caché derrière toutes ces couches, ou bien au contraire c'est vraiment toi et c'est hyper intimidant de se dire un artiste c'est quelqu'un qui s'expose en permanence? Oui, je crois. La démarche artistique, c'est quand même quelque chose qui vient d'un ressenti très subjectif, donc du fond de soi. Alors on dit pas tous les jours des choses intelligentes ou des choses personnelles parce qu'on s'inscrit dans la même société que tout le monde, mais ça doit venir d'une démarche personnelle. Faire des chansons, il y a quand même guère que le nom des accords, on les connaît, hein, il y en a pas d'autres. Le nombre de notes dans une gamme, c'est toujours les mêmes. Il faut trouver sa gamme, quoi. Voilà. De temps en temps, on est polygame, sans jeu de mots. mais et puis on essaie de décliner ça et de trifouiller pour que ce soit encore un peu plus soi-même. Je pense que, en tout cas, même sur la durée, c'est ça qui prime, quoi. C'est de se dire, de communiquer, ou de dire, en tout cas, son avis. Parce que sinon, quoi bon, quoi. Si c'est être consensuel, ça m'empêche pas d'être consensuel parfois, mais parce que, on n'est pas tous les jours intelligents non plus, hein. Différent. Ouais, je comprends. Moi, ça me terrifie. Tu vois, je préférais monter sur scène devant 2000 personnes, mais dans un costume, dans un personnage, que la première fois que j'ai publié des textes, parce que je suis journaliste, ça me terrifie, tu vois. C'est une mise à nu. Mais dans cette mise à nu, même s'il peut y avoir une démarche qui est en même temps extrêmement courageuse et complètement suicidaire parfois, voire même périlleuse en tout cas, et impudique, c'est quand même intéressant dans sa vie d'avoir un mode d'expression comme ça et de pouvoir s'exprimer. Il y a plein de gens qui ne s'expriment pas et en général ils tombent très malades au bout d'un moment. Alors on n'est pas obligé de s'exprimer par des mots, on peut s'exprimer peinture, sport, se défouler en fait. C'est aussi un exutoire. C'est des vies rêvées. Moi je pense que ma vie rêvée est aussi intéressante chez moi que ma vie que je vis, quoi. C'est quoi ta vie rêvée? C'est des rêveries sans arrêt, c'est-à-dire je me refais des mondes, je m'invente des rôles, alors lui il m'embrasse et c'est super, enfin voilà, vraiment aussi des trucs de jeune fille, quoi, hein. Mais toujours, hein. Ça m'arrive toujours parfois.
Je pense je pense que cette vie-là, elle est autant intéressante que l'autre, dans la mesure où c'est un peu comme les Indiens, c'est qu'à force de la fantasmer, et de la rêver, on finit par se dire pourquoi ce rêve récurrent? Et c'est pas un rêve avec les yeux fermés en train de dormir, non? Même si c'est intéressant aussi ce que nous dit notre inconscient, c'est de se dire voilà, à force de le rêver, on s'en rapproche un peu. À force d'imaginer, on invente, et à force d'inventer, on peut créer aussi un peu. Est-ce que tu te souviens du ou des premiers obstacles que tu as dû surmonter pour pouvoir t'épanouir dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu les as vécus comme des obstacles aussi? Oui, il y en a partout. Il y en a partout à cause de la surexposition. Quand on a essayé de peindre la porte de chez soi, et on s'est dit tiens, j'ai une super idée, je vais la faire en rose fluo parce que ça va me réveiller, et que c'est la porte de la cuisine, et que c'est raté parce que soit on a débordé du cadre et que ça bave, soit c'est moche. Bon, à part éventuellement une ou deux personnes. Personne ne sait que c'est moche et raté. On refait, il n'y a que nous qui le savons, quoi. Puis en même temps, voilà, là, c'est un peu tout le monde qui fait « Oh la vache, ok, ben non. » Et c'était en fait la version... Les gens nous renvoient au bout d'un ou deux albums une version qui est forcément caricaturale de nous. Dans les bons et les mauvais sens, il n'y a pas que du mauvais, hein. Mais alors, mon nez était très très grand, j'étais très très grande aussi, mes seins étaient très 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 petits, enfin, alors, pour ne parler que du physique, mais j'étais très 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 mannequin, enfin, voilà, tout était très, ou trop, ou pas assez, et je ne me reconnaissais pas dans ce trait vulgarisant, qui est normal, hein, parce qu'en fait, la démarche d'un artiste, même si elle est inconsciente, c'est aussi demander aux autres une part de « dites-moi comment vous me voyez, dites-moi qui je suis ». C'est pas forcément du narcissisme. Quand on a du mal à se définir, vous parliez de trouver sa voie, à l'intérieur, ce sont des choses qui nous permettent d'avoir de se faire peut-être un avis de l'extérieur, les contours, quoi. On demande aux autres de nous dessiner un peu. Voilà. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu es sortie très loin de ta zone de confort? Ou est-ce que c'est une notion qui te parle pas vraiment? Oui, alors c'est souvent en amour. Ah, c'est vrai? Ouais. On sort souvent de notre zone de confort en tant qu'artiste, parce que quand on se retrouve et qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, que le micro se met à pas marcher, comme ça m'est arrivé encore il y a 3 jours, et qu'on est au journal télévisé, c'est embêtant. Donc oui, c'est un peu la panique à bord. Mais disons que d'une manière plus générique, c'est plutôt dans les zones amoureuses que je peux sortir de ma zone de confort. Non pas parce que je me retrouve dans des clubs échangistes, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais l'altérité, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est en mode amoureux, on rencontre l'autre vraiment. Pour le rencontrer vraiment, il faut aussi aller dans son sens, sans s'oublier. Donc c'est cette zone de confort qui est intéressante à aller explorer, mais pas forcément à abandonner, quoi. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire, parce que vraiment, il y a des minutes où on disait je suis terrifiée à l'idée de me mettre à nu devant une foule, mais en fait non, c'est se mettre à nu devant une seule personne qui est encore plus terrifiant. Exactement, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a un jour où tu as pris conscience de l'impact que tu pouvais avoir, que tu n'étais pas quelque part juste une personne qui s'exprime parmi d'autres, mais que tu pouvais avoir un vrai pouvoir, une vraie influence? Alors l'influence, j'aime pas trop me dire que j'en ai une. Parce que je trouve que c'est un pouvoir extrêmement dangereux. Mais en revanche, ce que provoque la musique chez les gens, oui. Et ce pouvoir-là, je l'assume. Quand je fais des chansons, je veux être vecteur de rêve pour les autres. Je veux que qu'ils soient émus, dans le sens émotion, c'est-à-dire déplacement un mouvement, quoi. Voilà, dans leur cœur, quelque chose qui se passe. Quand moi je parle de ma mère ou des macros au vin blanc, enfin, je n'ai pas fait de chanson ni sur l'un ni sur l'autre, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit d'y mettre la tête de ce qu'ils ont envie d'y mettre, c'est-à-dire leur nounours, leur peluche ou leur père plutôt que leur mère. De plus en plus, j'accepte aussi, tout en essayant de faire des textes précis, que cette part de vecteur d'émotion devienne la leur. Et donc il y a pas de puissance. La puissance, c'est la musique. C'est pas nous, en fait. Nous, c'est un nom derrière une chanson. Mais les chansons nous échappent, elles appartiennent aux gens. Si on a ce pouvoir, c'est qu'ils nous l'ont accordé. Voilà. Quand tu écris de la musique, des textes, c'est un besoin de toi qui veux exprimer quelque chose, ou c'est des messages que tu essayes de faire passer, de transmettre aux autres, comme un relais qu'on passe. Tu vois ce que je veux dire ? Ça participe des deux.
quand on veut exprimer quelque chose, c'est quand même qu'on a non pas un message, mais une conviction en tout cas, ou une intuition, ou un ressenti, parce que on n'entame pas de chaque chanson en disant s'il va y avoir un message ou je vais prêcher sur ça aussi. Mais c'est un ressenti où on se dit tiens, ça c'est bon pour moi, ça c'est mauvais pour moi, je vous le livre. On serait pas tous d'accord vu qu'on ne fait pas pipi bleu et qu'on s'inscrit dans la même période. C'est souvent des choses qui sont extrêmement vécues aussi par d'autres gens. Voilà. Juste nous, on a cette espèce de petite impudeur à l'exprimer, voilà, mettre des mots sur une névrose, mais qui n'est pas que la nôtre, qui peut être une névrose même de la société, quoi. Tu viens de sortir ton 10e album que j'ai écouté, qui m'a beaucoup touchée. Cool. Je peux te dire mes 2 chansons préférées. Ouais. Alors celle qui m'a le plus touchée personnellement, c'est On s'émaphore. Ah. Elle est superbe. Et celle que je préfère, c'est Garde la pause. Ah ouais. Elle est géniale. Elle est bien celle-là. Alors c'est très. Je pense que tu captures très très bien le paradoxe dans lequel on est enfermé, à la fois d'hyperactivité mentale, de toutes les sollicitations auxquelles on pense, et pas à l'essentiel, qui est sur quelle planète on va vivre demain. Voilà, c'est ça. Ce serait cette femme qui se réveille, mais vraiment, je suis partie aussi de moi en disant... J'ai envie de faire des trucs, mais là, c'est quand même l'axe un peu parano. Donc, si je veux acheter à bouffer correctement à ma fille, ça va être compliqué, là. Faudrait que j'y passe un temps fou pour savoir s'il n'y a pas de ça, pas de truc, de glyphosate, de machin, de bidule. Donc, on bouffe quoi? Donc, ça, oui, d'accord, moi, j'ai les sous pour bouffer bio, mais tout le monde l'a pas. Donc, bon, entre ça, où est-ce qu'on part en vacances? Ah oui, non, là, ils se mettent sur la gueule. Ah non, là, ça fond. Donc, bon. Ah non, ça a été irradié la semaine dernière. Enfin bon, ça devient quand même... On peut tous être vraiment sur ce penchant parano, quoi. Puis en plus, la société nous aide pas à développer d'autres choses, quoi. Et puis par rapport à ça, sinon on fait des selfies, quoi. Et on garde la pause en disant tout va bien, fais un grand sourire. Ou garde la pause de ce moment où on est tellement figé parce qu'on est arrêté, parce qu'on sait pas comment faire, comment agir. Donc moi je pense que c'est bien de constater ça. Et que c'est à partir du moment où on a cette espèce de dépression-là, qu'on la vit vraiment, qu'on la ressent, qu'on peut commencer à trouver des solutions. Parce que flûte, merde, on peut le faire. Voilà. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie? Sois gentille. C'est vrai? Non, sois poli. En fait, c'est très bien d'être poli. Moi, j'ai été élevée à la politesse dans l'éducation. Mais la vraie politesse, c'est de dire qui on est. Parce que du coup, l'autre sait qui on est. Écoute, je vais prendre ça comme le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Est-ce que tu as un ou une rôle modèle? Un exemple, une personne, un artiste? Tous les gens un peu intenses, en fait, ou qui cherchent. Voilà, j'aime bien le mélange. Donc, les gens un peu intenses, ça peut aller de Adjani, sa carrière. Comment j'adore cette actrice. Comment elle s'appelle, celle qui a le chignon qui est géniale, américaine, Meryl Streep. Où c'est jamais tiède. Hein, c'est quand même ça plante des énergies assez balèzes. Et les gens qui cherchent, voilà. Alors voilà, Radiohead, un groupe que j'adore. Alors lui, il a les deux en plus parce qu'il est intense aussi. Et en même temps, il nous fait des concerts laboratoires. Je trouve ça tellement gonflé de continuer à préférer le chemin que le résultat, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie? Ne suis pas les conseils des autres. C'est vrai en plus. Super conseil. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu avoir ce temps toutes les deux. Et je voudrais passer un message de la part de toute la rédaction de Mademoiselle. Elles m'ont toutes dit dis-lui que je l'ai adoré, j'écoute toutes tes chansons, toi c'est le bonjour. Donc voilà, merci beaucoup. Bon, mesdemoiselles, je vous embrasse alors. Merci Zazie. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.